Une explosion se produit dans une église. Les gens étaient terrifiés. On a retrouvé des morceaux sur le toit d'immeuble. Il y avait des débris partout. Deux adolescents s'accusent mutuellement. Le jeu auquel ils s'adonnaient est-il en cause? C'était très stupide de faire ça. Mais un minuscule fil bleu va conduire les enquêteurs sur une autre piste. Une mort inexpliquée déconcerte les experts médicaux. À la fin de l'autopsie, je n'avais absolument rien trouvé d'anormal. Toute nouvelle découverte soulève de nouvelles interrogations, jusqu'à ce qu'un indice microscopique révèle au grand jour une ultime trahison. Personne n'aurait pu imaginer qu'on puisse faire ça à un autre être humain. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Enquêtes Impossibles. Deux affaires sont au menu de cette émission. Dans la première, nous constaterons, si besoin, que nous vivons dans un monde dangereux. Au cours de ces dernières décennies, des milliers d'innocents ont été fauchés par la violence aveugle à travers le monde. Terroristes, activistes, bandes organisées ou psychopathes ont semé mort et destruction en utilisant des engins explosifs de leur fabrication. L'histoire que je vais vous raconter maintenant allonge tristement cette longue liste de drames. Oakwood, dans l'Illinois, est une petite ville de moins de 1000 habitants, paisible et sans histoire. À l'intérieur de l'église méthodiste locale, des bénévoles préparent la fête de Noël. Dehors, quelque chose attire l'attention de Brian Plower. Certains ont pensé qu'une voiture était rentrée dans l'église. On est arrivé après les autres. Tout le monde pensait que c'était une explosion de gaz. Brian Plower, 46 ans, est tué sur le coup. Il avait une femme et 3 enfants. C'était quelqu'un de très charismatique, de très sociable. Brian aimait tout le monde. La fille de Bill Adam est sortie de l'église quelques secondes avant l'explosion. Ma fille a frôlé la mort. Elle a vraiment eu de la chance. Je me dis souvent que Brian a donné sa vie pour qu'elle survive. Les agents de l'ATF, l'agence américaine de contrôle des armes, des explosifs et de l'alcool, sont appelés pour enquêter. On a trouvé des bouts de métal, des morceaux de tuyaux. On a ramassé tous les morceaux de fil électrique qu'on a trouvés. On a ramassé des piles de 9 volts. On a tout emporté. Il ne s'agit donc pas d'une explosion de gaz. D'après les éléments retrouvés sur place par l'ATF, il s'agit d'une bombe artisanale, un engin dans lequel la poudre explosive est placée dans un tuyau en acier, scellé par un bouchon métallique. Des fragments de bouchons rouges sont découverts dans les décombres, ainsi que du fil de cuivre argenté de 0,25 mm de diamètre, protégé par une gaine isolante bleue. Ce n'était pas un fil très commun. Ça pouvait être la signature du tueur. Une signature est un élément inhabituel laissé par le criminel, souvent sans qu'il le sache. On a trouvé un morceau de plastique vert avec une marque dessus. Igloo Legend 12. En fait, c'est une glacière. Ce qui signifie que la bombe devait se trouver dans une glacière reliée à un fil de détente. Les enquêteurs pensent que la victime n'était pas la cible du tueur. C'était évident pour nous que c'était tombé sur lui par hasard. Il n'y avait rien dans le passé de M. Plower qui pouvait en faire une cible potentielle. Les enquêteurs apprennent 2 informations importantes. Le seul magasin qui vend le fil bleu dans un rayon de 40 km est le magasin local d'électronique. Puisqu'un seul magasin vendait ce fil, s'ils tenaient un registre de leurs transactions, ça pouvait nous mettre sur une piste. Il n'y a également qu'un seul magasin qui vend ce type de glacière. Nous avons appris que ce modèle était uniquement vendu chez Walmart.
ce qui nous a permis de concentrer nos recherches sur les supermarchés qui la distribuaient. Un informateur anonyme fournit aux enquêteurs un autre indice. 2 élèves du lycée d'Oakwood pourraient être impliqués dans l'explosion. L'un des deux avait déjà commis des délits, dont un incendie criminel. L'un des lycéens avait été vu en possession d'un cahier, avec écrit sur la couverture « Bombe artisanale, mode d'emploi ». Il s'agit de Jimmy Morris, 18 ans, et de Phil Ryan, 16 ans. Ils n'ont pas d'alibi pour l'heure de l'explosion. Au début, ils ont dit qu'ils passaient devant en voiture quand l'explosion s'est produite. Après, ils ont raconté qu'ils étaient là quelques minutes avant et qu'ils avaient vu Brian Plower juste avant l'explosion. Sur une série de photographies, les employés de la petite boutique d'électronique identifient Jimmy Morris. Il est bien venu au magasin, mais il ne se rappelle pas ce qu'il a acheté. Toutes les informations qu'on a obtenues en menant notre enquête ont montré que les adolescents pouvaient être impliqués dans cette affaire. Les enquêteurs apprennent aussi que les suspects jouent régulièrement à Donjons et Dragons, un jeu de rôle d'heroic fantasy qui compte plus de 20 millions d'adeptes dans le monde. Les joueurs doivent prendre l'identité de personnages imaginaires, souvent violents. Les jeux de rôle, et notamment Donjons et Dragons, le plus célèbre d'entre eux, ont suscité des polémiques aux États-Unis. L'Église les a condamnés au prétexte qu'ils s'apparentaient à des rituels sataniques. Et en 1982, après le suicide de son fils, qu'elle avait attribué à sa pratique compulsive de ce genre de jeu, Patricia Pauling créa une association afin qu'il soit retiré du marché. Il semble en effet que leur usage puisse entraîner des troubles psychologiques chez certains jeunes joueurs. Ainsi, en 1988, Chris Pritchard, un étudiant adepte de jeux de rôle, assassina son tuteur, confondant apparemment réalité et situation imaginaire. Et l'affaire fut prise suffisamment au sérieux pour que l'armée israélienne proscrive Donjons et Dragons dans ses casernes. Alors, dans l'histoire qui nous concerne, peut-on imaginer que Jimmy Morris et Phil Ryan, les adolescents suspectés d'avoir commis l'attentat à la bombe, aient été eux aussi sous l'influence des jeux de rôle? On a eu plusieurs cas dans le pays d'actes de violence commis par des joueurs de Donjons et Dragons qui sont passés de la fiction à la réalité. Les 2 adolescents nient toute implication dans l'explosion et sont soumis au détecteur de mensonges. Le test a indiqué qu'ils avaient donné des réponses fausses quand ils ont répondu aux questions concernant les bombes et leur fabrication. Les adolescents finissent par s'accuser mutuellement. Chaque suspect a déclaré qu'il avait vu l'autre en possession d'une glacière verte. Les enquêteurs pensent avoir résolu l'affaire, jusqu'à ce qu'une autre explosion ait lieu à 8 km de là. L'église pentecôtiste de Danville, dans l'Illinois, est située à 8 km de l'endroit où a eu lieu la première explosion. « 33 blessés. » Dont de nombreux adolescents. Un traumatisme qu'ils auront du mal à oublier. Cette deuxième explosion est beaucoup plus puissante que la première. Quand on est arrivé sur les lieux, on a été choqués. Il y avait un trou béant dans le mur ouest, assez gros pour faire passer un camion. C'était inimaginable. L'explosion s'est produite près du banc de l'église où un groupe de jeunes était assis. 33 personnes ont été blessées. Ils avaient reçu des éclats au visage, certains dans les oreilles. L'explosion avait été d'une telle puissance qu'ils avaient littéralement été soufflés par les débris.
C'est une affaire très inhabituelle. 2 églises attaquées. Les gens ne s'en prennent pas souvent aux églises. Les enquêteurs de l'ATF recherchent les débris d'un engin explosif. On a trouvé des morceaux sur les toits des immeubles, partout. Il y avait plein de débris partout. Finalement, ils retrouvent plus de 20 composants différents de la bombe, ce qui leur permet de recréer une copie de l'engin explosif. Celui-ci était relié à une minuterie. La minuterie utilisée dans l'explosion de Danville ne pouvait se régler qu'en minutes. Le compte à rebours ne pouvait pas se faire en heures. Donc en fait, la minuterie a été remontée jusqu'à un certain nombre de minutes. Et quand ce laps de temps a été écoulé, les embouts des fils se sont connectés. Et c'est ce qui a déclenché l'explosion. Cette bombe était beaucoup plus puissante que la première. Il y avait beaucoup de différences entre les 2 affaires, ce qui nous laissait 2 alternatives. Soit on avait affaire à un poseur qui faisait des essais et fabriquait des engins de plus en plus puissants, soit on avait affaire à 2 poseurs de bombes différents. Pour en avoir le cœur net, les experts scientifiques examinent le fil électrique utilisé pour fabriquer la deuxième bombe. Le même fil a-t-il été utilisé dans les 2 affaires? C'était du fil de cuivre argenté. Il y avait un seul fil, entouré d'une gaine bleue. C'était du fil extrêmement fin, de 0,25 mm d'épaisseur. Mais est-ce le même fil? Greg Cleese examine les marques d'extrusion laissées sur la couche isolante bleue. Lors de sa fabrication, le fil est en effet passé sous presse. C'est ce qui permet de le rendre uniforme. Les presses incrustent des marques identiques sur plusieurs mètres de fil à la suite. La comparaison au microscope ne laisse aucun doute. Les fils électriques des 2 bombes ont la même origine. En fait, ils ont été produits dans la même usine avec la même presse. Les experts découvrent également que les 2 bombes ont été montées avec la même colle et la même ficelle en coton. Bombes artisanales, colis piégés, munitions détournées de leur usage initial. Les engins explosifs improvisés sont la plupart du temps de conception rudimentaire et ne sont pas toujours contrôlables par ceux qui les fabriquent. Toutefois, certains activistes parviennent à mettre au point des engins sophistiqués à partir de munitions militaires ou d'explosifs industriels utilisés dans les mines et les carrières. Toutes sortes d'appareils, comme les téléphones portables, peuvent servir de détonateurs ou de systèmes de mise à feu à distance. Mouvements extrémistes ou groupuscules terroristes font usage de ce type de bombes contre les populations civiles. Au cours de ces 25 dernières années, des milliers d'innocents en ont été victimes. Aux États-Unis, l'ATF, le Bureau des alcools, du tabac, des armes et des explosifs, une agence fédérale spécialisée, est en charge d'analyser les dégâts causés par ces engins. Dans notre affaire, les agents de l'ATF s'interrogent sur l'identité du poseur de bombes et sur ses mobiles. Alors voyons, s'agit-il d'un terroriste confessionnel, puisque 2 églises chrétiennes ont été visées? Ou bien est-ce l'œuvre d'un déséquilibré cherchant à assouvir une vengeance personnelle? Quoi qu'il en soit, les indices recueillis sur les lieux des explosions permettent d'échafauder une toute première hypothèse. Les 2 bombes semblent avoir été fabriquées par le même individu, ce qui élimine Jimmy Morris et Phil Ryan de la liste des suspects. Les 2 adolescents ont un solide alibi pour la seconde explosion. Alors pourquoi se sont-ils accusés mutuellement? L'explication qu'ils ont donnée, c'est qu'ils avaient fait ça parce qu'ils jouaient à Donjons et Dragons. Ils ont fait perdre aux enquêteurs un temps précieux. C'était très stupide de faire ça.
Puis un témoin se manifeste. Elle dit qu'elle a vu un homme promener un berger allemand près du parking de l'église quelques heures avant la première explosion. Elle se souvient que le chien portait un collier en cuir marron avec son nom inscrit dessus. Mais elle est incapable de décrire son maître. Est-ce l'élément crucial dont avait besoin la police pour faire avancer l'enquête ? Après avoir éliminé les 2 adolescents de la liste des suspects, les enquêteurs de l'ATF se mettent à la recherche d'autres pistes. Ils soupçonnent que le fil de cuivre bleu a été acheté dans un magasin d'électronique local. Malheureusement, la plupart des clients qui en ont acheté ont payé en liquide. Les enquêteurs ne peuvent donc pas remonter jusqu'à eux. La bombe artisanale se trouvait dans une glacière, vendue uniquement dans une certaine chaîne de supermarchés. Sur la centaine de pièces achetées, seuls 3 ont été payés par carte bleue ou par chèque. Chaque acheteur est interrogé, mais ils sont finalement lavés de tout soupçon. Cette piste ne menait nulle part. Cette glacière ne nous a pas permis de remonter à un suspect potentiel. Le tuyau qui contenait la poudre est un produit très commun que l'on peut se procurer n'importe où. Le bouchon en métal vissé sur le tuyau a été peint en rouge, certainement par le poseur de bombes. Les engins explosifs qu'il fabrique sont de plus en plus sophistiqués. Les enquêteurs doivent absolument l'arrêter avant qu'il ne frappe de nouveau. Il y avait une escalade de la violence. Le dispositif était plus puissant et il avait fait beaucoup plus de victimes. Un membre de l'église où a eu lieu la 2e explosion donne alors une nouvelle piste aux enquêteurs de l'ATF. Cette personne est venue nous voir et nous a dit « Je ne sais pas si c'est important, mais il y a cet homme que je connais, Monsieur White. En fait, il a fréquenté notre église pendant 5 ou 6 ans. Il voulait devenir membre à part entière de notre paroisse, mais sa demande a été refusée. » Richard White, 40 ans, vit à 20 km de là avec sa mère et sa fille. On a interrogé toutes les personnes qui le connaissaient de près ou de loin. Ses amis, sa famille, tout le monde. Plusieurs voisins de Richard Dean White nous ont dit qu'il ne fallait pas trop le chercher. L'enquête sur sa vie personnelle révèle un passé plutôt trouble. Richard White a abandonné le lycée pour entrer dans l'armée. Mais il a été remercié 6 semaines plus tard. Ensuite, il a fait 4 séjours en hôpital psychiatrique où il a été diagnostiqué schizophrène. Je pense qu'il était très perturbé. Une fois, il a découpé le plancher de sa salle de bain parce qu'il pensait qu'il y avait des démons en dessous. Finalement, Richard White se marie et décroche un travail chez un constructeur automobile. Mais son mariage prend fin au bout de 6 mois et il se fait licencier en 1987. Il a eu beaucoup de mal à se réintégrer dans la communauté. Il avait perdu son travail. Il n'arrivait pas à garder une relation stable avec ses amis. Et il a été obligé de retourner vivre chez sa mère. Richard White est-il l'auteur des 2 attentats dont le second a blessé, je le rappelle, 33 personnes? Il a été diagnostiqué schizophrène et a effectué à ce titre plusieurs séjours dans des établissements spécialisés. Rappelons que cette terrible maladie se manifeste par différents symptômes. Confusion mentale, hallucinations visuelles ou auditives, dépression et saute d'humeur. Si la plupart des personnes atteintes de schizophrénie ne sont pas violentes, elles peuvent le devenir si elles consomment des substances narcotiques ou si des symptômes paranoïdes ou psychotiques viennent s'ajouter à leur déficience. Le passé psychiatrique de Richard White explique-t-il qu'il n'ait pas été admis au sein de l'église de Danville? Il fallait que tous les membres du bureau soient d'accord. Et certaines des rumeurs qui circulaient sur lui ont fait qu'il ne correspondait pas au profil des personnes qu'on recherchait à l'époque. Les enquêteurs apprennent que l'ex-femme de Richard White est membre de l'église d'Oakwood, cible de la première explosion. Ça donnait l'impression qu'il avait essayé de s'en prendre à elle.
et qu'il voulait être là au moment de l'explosion. Mais bon, ce n'est qu'une supposition. Je n'en sais rien du tout. Avant même que les enquêteurs n'aient le temps d'interroger Richard White, une nouvelle explosion se produit 4 jours après le deuxième attentat. Cette fois-ci, dans un quartier résidentiel situé à quelques kilomètres. Bombe numéro 3. Qu'est-ce qu'on allait faire? Après 2 explosions et 5 mois d'enquête, l'ATF tient enfin un suspect. Il s'agit de Richard White, un homme qui a des problèmes psychiatriques. Je ne pense pas qu'il avait du mal à se faire des amis. Je crois surtout qu'il ne voulait nouer aucune relation. Son seul ami, c'était son chien, et ça lui convenait parfaitement. Les enquêteurs décident de rendre une petite visite au suspect. Dis-leur que je suis dans le garage. D'accord. Ils demandent à la mère de Richard White s'ils peuvent lui parler. Richard est là? On doit lui parler. C'est à quel sujet? Nous menons une enquête. Les enquêteurs découvrent les restes du garage derrière la maison. Je voyais de la vapeur, de la fumée. En fait, l'explosion a soufflé les murs du garage, ce qui fait qu'on voyait tout à l'intérieur. Et il y avait un corps allongé à côté du cadavre d'un chien, un gros chien. La victime a été décapitée. Son permis de conduire se trouve sur l'établi du garage. Il s'agit de Richard White. On ne savait pas si c'était une victime ou un suspect. Les enquêteurs de l'ATF obtiennent une réponse en explorant les décombres. On a retrouvé les pièces d'une bombe qui était en train d'être assemblée. Des outils, des fils électriques, bref, tout ce qu'il fallait pour fabriquer une bombe artisanale. Mais tout laissait à penser qu'il avait préféré se suicider pour éviter de répondre aux questions de la police. Un berger allemand gît près du corps de Richard White, ce qui correspond à la description qu'avait faite un témoin au début de l'enquête. Il serrait la bombe contre lui d'un côté, et de l'autre, il serrait contre lui son seul ami sur cette terre. Il avait le bras autour de son chien. Dans le garage, les enquêteurs retrouvent aussi du fil bleu électrique, le même que celui qui a été utilisé pour les 2 premières bombes. Ils trouvent également une pince coupante. Les experts scientifiques comparent les marques sur la pince coupante de White avec celles du fil de cuivre retrouvé à Danville. Cette comparaison m'a permis de conclure que la pince découverte dans le garage de Richard White était celle qui avait coupé le fil utilisé pour fabriquer la bombe de Danville. Ce qui prouve que Richard White était bien le poseur de bombes. Il y avait un endroit dans le garage qui avait été passé à la bombe rouge. Et sur cette surface, on distinguait très bien des marques de forme ronde. C'était très important, parce qu'on savait que l'engin explosif qui avait tué Brian Palmer avait des bouchons métalliques peints de cette couleur. Des bouchons qui avaient été peints en rouge. Mais des questions restent sans réponse. Pourquoi Richard White a-t-il visé des églises? Les enquêteurs pensent que le poseur de bombes en voulait à l'église pentecôtiste de ne pas avoir voulu de lui. Mais ils ne pouvaient pas s'en prendre à cette église en premier. Le mobile aurait été trop évident. Il a donc décidé de poser d'abord une bombe dans l'église méthodiste d'Oakwood, certainement parce que son ex-femme en était membre. Il faisait des expériences. Il faisait des essais pour faire fonctionner ses engins. Il cherchait différentes façons de déclencher ces dispositifs. Les preuves scientifiques montrent que Richard White a placé la bombe dans une glacière verte, sans se soucier de qui la ramasserait. Brian Palmer s'est hélas trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment.
À l'église de Danville, Richard White a utilisé une bombe plus puissante, puisqu'il s'agissait de sa véritable cible. Il a placé la bombe au-dessus d'un climatiseur extérieur. Elle était dotée d'une minuterie réglée pour la faire exploser durant l'office du dimanche. « 33 personnes ont été blessées dans l'explosion. Tout le monde était sous le choc. On n'arrivait pas à croire que personne n'ait été tué. En octobre 1998, un grand jury conclut que Richard White a fabriqué les 2 bombes et assassiné Brian Palmer. Les preuves scientifiques ne laissent aucun doute sur sa culpabilité. L'enquête n'a pas débouché sur des poursuites judiciaires, mais elle a permis de refermer le dossier pour les familles des victimes. C'est Richard White le coupable, on le sait. Mais ça ne nous explique pas vraiment pourquoi il a fait ça. Sincèrement, ça n'apaise pas vraiment notre douleur. La douleur est toujours présente, la colère aussi. On a encore beaucoup de peine et beaucoup de chagrin. Et ça ne s'arrêtera jamais. Quand il y a une explosion, les gens pensent que les preuves disparaissent. En fait, le souffle de l'explosion éparpille les preuves. Elles sont plus difficiles pour nous à trouver. Mais au final, on y arrive quand même. Richard White a-t-il choisi de mettre volontairement fin à ses jours ou a-t-il été victime de son engin explosif? Il a emporté son secret dans la tombe. Les enquêteurs supputent qu'il a posé la première bombe pour se venger de son ex-épouse paroissienne de l'église méthodiste, et la seconde en réaction au refus de la congrégation pentecôtiste de l'admettre au sein de sa communauté. Comme nous l'avons vu au cours de cette enquête, après un attentat à l'explosif, les experts trient méticuleusement les débris afin de recueillir le moindre indice. Mécanisme d'amorçage, circuit électronique, bout de fil, pièces d'horlogerie ou de détonateur. L'origine et la traçabilité de ces fragments permettent parfois de remonter la piste de l'approvisionnement des explosifs pouvant être militaires, industriels ou artisanaux. Je me souviens que dans le cadre du sabotage du jumbo jet de la compagnie Pan Am, qui en sautant puis en s'écrasant sur le village de Lockerbie en 1988, avait causé la mort de 270 personnes, un agent spécial du FBI était parvenu à remonter la filière libyenne. Il avait en effet trouvé sur la zone du crash un minuscule fragment qui faisait partie du circuit intégré d'un détonateur. Cet indice l'avait conduit au fabricant suisse, puis à la société Écran qui en avait fait l'acquisition, et enfin au terroriste qui l'avait placé dans la bombe. Le crime parfait est-il possible? Je suppose que les meurtriers en rêvent, et qu'avant de passer à l'acte, ils imaginent avoir pris suffisamment de précautions pour déjouer l'enquête policière et parvenir à leur fin sans avoir de compte à rendre à la justice. Dans son célèbre film L'Inconnu du Nord Express, Alfred Hitchcock a relaté le stratagème d'un double crime qui se voulait parfait. 2 inconnus, Guy Haynes et Bruno Anthony, se rencontrent par hasard dans le wagon-restaurant d'un train. Après avoir sympathisé, Anthony propose à Haynes un marché très spécial. Il assassinera sa femme qui l'empêche de divorcer. À charge de revanche, Haynes tuera son père qu'il déteste. De cette façon, l'un et l'autre parviendront à se débarrasser de leurs gêneurs respectifs sans prendre le moindre risque. En effet, comment la police pourra-t-elle établir le lien qui associe, par crime interposé, de parfaits inconnus? Ce plan machiavélique échouera de justesse, et les complices improvisés termineront leur jour derrière les barreaux. À ma connaissance, l'affaire que je vais vous raconter maintenant n'a pas encore inspiré 2 scénaristes. Pourtant, elle pourrait figurer dans une anthologie des crimes presque parfaits. L'automne est synonyme de football à l'université de Floride.
c'est aussi la rentrée pour des milliers d'étudiants. Michelle Herndon, 24 ans, entre en dernière année. Une fois son diplôme en poche, elle espère se consacrer au bénévolat. Elle voulait rejoindre les corps de la paix. Elle avait une très longue liste de rêves et de projets à réaliser. Pour payer ses études, Michelle travaille comme coach sportif. Entre les cours et son travail, Michelle mène une vie parfaitement réglée. Mais un jour, peu avant Thanksgiving, elle ne se rend ni en cours, ni à son travail. Ça ne lui ressemblait pas de ne pas répondre au téléphone et de ne pas aller au travail. Ils ont compris tout de suite qu'il y avait un problème. Le fiancé de Michelle, Jason Doyle, qui vit à 650 km de là, à Miami, prend directement sa voiture pour se rendre chez elle. Quand il est arrivé, tout était fermé. Les portes et les fenêtres étaient fermées et les lumières de dehors étaient encore allumées, comme si on ne les avait pas éteintes depuis la veille. Son chien était à l'intérieur et la télévision était allumée. À travers une fente du store, Jason a aperçu ce qui s'avérera plus tard être le pied de Michelle. Lorsque la police arrive sur les lieux, elle découvre le corps de Michelle dans sa chambre, couché sur le ventre. Tout indique qu'elle est morte depuis plusieurs heures. Elle était dans une position plutôt inhabituelle, avec le bras gauche replié sous son corps. À première vue, le corps ne présente aucun trauma, pas d'ecchymose, pas de plaie, ni de traces de sang. Rien ne nous permettait de déterminer la cause du décès. Pour le médecin légiste, la position de Michelle n'est pas naturelle. Lorsqu'une personne est malade et sur le point de mourir, elle a généralement tendance à se mettre sur le côté ou sur le dos. Donc, c'était plutôt étrange qu'elle soit sur le ventre, surtout avec le visage contre quelque chose. On ne retrouve aucune autre empreinte digitale dans l'appartement, ni aucune trace d'effraction. Et aucun objet de valeur n'a disparu. Sa caméra, sa télé, sa radio, ses bijoux, tout était là. Rien n'indique non plus qu'il s'agisse d'un suicide. Si on avait eu affaire à un suicide, on aurait retrouvé des tubes de comprimés quelque part et, comme c'est souvent le cas, une lettre. Là, il n'y avait rien du tout. N'importe qui aurait pensé qu'il s'agissait d'un suicide ou d'une overdose, mais pas ceux qui la connaissaient. Une bouteille de bière à demi entamée est retrouvée près du cadavre de Michelle. Mais il n'y a que ses empreintes dessus. Rien n'indiquait qu'elle était saoule après avoir bu cette bière. Il y en avait d'autres dans le réfrigérateur, donc selon toute vraisemblance, elle n'était pas ivre au moment de sa mort. Dans l'hypothèse d'un meurtre, on a voulu savoir s'il y avait quelque chose à l'intérieur de cette bouteille, une substance versée dans la bouteille de bière qui aurait pu causer sa mort. Aucune substance suspecte n'est retrouvée dans la bouteille. C'était incompréhensible. Comment une jeune femme de 24 ans, en pleine santé, comme elle, avait-elle pu mourir? Difficile d'imaginer qu'elle était morte de cause naturelle. Lorsqu'ils examinent un cadavre, les médecins légistes n'ont généralement aucun mal à déterminer la cause du décès. Mais le cas de Michelle Herndon est différent. À la fin de l'autopsie, je n'avais vraiment aucune idée. Je n'avais absolument rien trouvé. Absolument rien d'anormal. Retrouver un cadavre sans avoir la moindre idée de la cause du décès, surtout quand il s'agit d'une personne aussi jeune, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Les médecins légistes estiment qu'elle est morte environ 24 heures avant d'être découverte. Les enquêteurs interrogent donc toutes les personnes qui étaient avec Michelle durant ce laps de temps. Michelle Herndon, une étudiante de 24 ans, est retrouvée morte dans sa maison. Et rien, y compris une autopsie, n'est en mesure d'expliquer la cause de son décès. A-t-elle succombé à un mal mystérieux et indécelable? S'est-elle suicidée? Mais de quelle manière? Puisque ni armes ni médicaments n'ont été retrouvés à sa portée. A-t-elle été assassinée? Mais dans ce cas, de quelle manière? Puisque son corps
ne présente aucune trace de blessure et que son organisme ne contient pas de substances toxiques. Retenant provisoirement cette dernière hypothèse, les enquêteurs s'intéressent à l'entourage de la jeune femme. Ils vérifient également les alibis de tous ses proches, y compris celui de son fiancé. Jason, blanc comme neige, il avait un alibi solide. Il était au travail et il a vite été écarté de la liste des éventuels suspects. C'est alors que le médecin remarque quelque chose sur le bras gauche de Michel, une minuscule marque, plus petite que la plupart des piqûres d'aiguille. Il fallait trouver une explication à cette trace de piqûre. Il devait y avoir une explication logique. Par exemple, elle avait peut-être fait une prise de sang pour un examen. Mais le médecin qui suivait Michel déclare qu'elle n'a fait aucune prise de sang avant son décès, ni reçu aucune injection. Le médecin légiste conseille alors aux enquêteurs de chercher tout ce qui pourrait indiquer que la jeune fille se droguait et aurait pu mourir d'une overdose. Dans un cas comme celui-là, quand on n'a aucun indice, le moindre élément a son importance. Les enquêteurs remarquent que les poubelles de l'appartement de Michel sont vides. Suivant leur intuition, ils se rendent à l'extérieur, à l'endroit où les habitants du quartier jettent leurs poubelles. On est allé à l'endroit où les gens du quartier jetaient leurs poubelles. Et par terre, dans un petit sac en plastique, j'ai aperçu un flacon pharmaceutique. J'ai appelé mon collègue et je lui ai dit qu'il fallait examiner ça de plus près. Ce sac contient 2 flacons de propofol, plusieurs seringues et un cathéter pédiatrique. Le sac ne pouvait venir que de chez Michel parce qu'à l'intérieur, il y avait du courrier à elle. Un cathéter pédiatrique, c'est minuscule. Ça laisse une toute petite marque, presque indétectable. La recherche d'empreintes digitales sur ces objets ne donne aucun résultat. Les enquêteurs doivent maintenant découvrir à quoi sert le propofol. En gros, le propofol est le poison le plus puissant au monde. Dans le milieu médical, il est utilisé par les anesthésistes pour endormir les patients. Le propofol est un puissant sédatif soumis à une prescription médicale que les professionnels de santé administrent en intraveineuse. Lorsqu'il administre ce produit, l'anesthésiste vous dit de compter jusqu'à 10 et vous ne tenez même pas jusqu'à 1. C'est très puissant. Une trop forte dose de propofol peut entraîner la mort en quelques secondes. Les enquêteurs demandent que les tests toxicologiques de Michel soient axés sur la recherche de propofol. C'est extrêmement rare. En général, on ne trouve jamais de propofol lors des tests toxicologiques. On n'en a jamais trouvé dans d'autres cas. Comme prévu, les tests au propofol sont positifs. Je ne peux pas dire avec précision quelle dose elle a pu recevoir. Mais une chose est sûre, cette dose était mortelle. La quantité d'anesthésie qui a été administrée était suffisante pour provoquer la perte de conscience et un arrêt respiratoire. Pour le médecin légiste, tout devient clair. Il n'y avait presque aucune marque sur le bras gauche de Michel, parce qu'on a utilisé une aiguille pédiatrique pour lui injecter le produit. Tous ces éléments laissaient à penser qu'il s'agissait d'un professionnel. Le médecin légiste pense en effet que c'est l'œuvre d'un professionnel de santé, très certainement quelqu'un qui travaille dans un hôpital et qui connaissait Michel. Michel connaissait la personne qui lui a fait l'injection. Pour une raison ou une autre, elle avait suffisamment confiance en elle pour lui présenter son bras gauche. Sans ça, elle n'aura pas pu administrer cette dose et nettoyer la pièce avant d'aller jeter les poubelles à 20 mètres de là. Mais qui est cette personne? Pour le découvrir, Mark Woodmansey a une idée qui va bouleverser le cours de l'enquête. Il demande aux experts d'examiner les capuchons des seringues trouvés dans les ordures ménagères de Michel.
J'ai déjà vu du personnel médical tenir le capuchon de l'aiguille entre leurs dents durant une injection, et je me suis dit qu'on pouvait peut-être retrouver de l'ADN provenant de la salive. J'ai trouvé que c'était vraiment une très bonne idée. Les experts en empreintes génétiques font un prélèvement sur les capuchons d'aiguille et il y a effectivement de la salive dessus. Sur le capuchon de l'aiguille, il y avait un ADN masculin non identifié. Ils découvrent également de l'ADN à l'intérieur de l'aiguille. J'ai pu déterminer que l'une d'entre elles contenait de l'ADN de Mademoiselle Herndon. Ce qui prouve qu'elle a été utilisée sur Michel. La substance retrouvée dans le cathéter était un mélange de sang de Michel et de propofol. Michel a bel et bien été assassiné. L'arme du crime est le propofol. Je n'ai jamais vu un décès causé par du propofol, jamais. Mais qui voulait la mort de Michel ? La police sait maintenant que Michel a été assassiné. La cause de la mort, une surdose de propofol. Le propofol est un sédatif très puissant, injecté par intraveineuse pour les anesthésies générales. On s'en sert également pour soigner certaines affections. On a suggéré d'utiliser le propofol pour soigner la migraine. Il n'est pas à proprement parler indiqué ni réellement conseillé pour traiter la migraine. Mais on s'est aperçu qu'il permettait de la soulager. Les enquêteurs découvrent que Michel Herndon souffrait de migraines chroniques. D'après ce que je sais, elles étaient très fortes. Je n'en ai jamais eu, mais les gens qui en souffrent me disent que c'est terrible et qu'ils seraient prêts à faire n'importe quoi pour se soulager. En France, l'emploi de puissants antalgiques a considérablement amélioré le confort des malades. Autrefois, ils devaient endurer leur souffrance sans bénéficier d'aucun secours. Et à l'hôpital, les médecins ne délivraient de la morphine qu'en de très rares occasions. Heureusement, la prise en charge de la douleur est aujourd'hui effective. Néanmoins, certains abus peuvent être lourds de conséquences pour la santé. Aux États-Unis, on estime que 4 millions de personnes sont devenues toxicodépendants aux analgésiques opiacés qu'ils consomment pour traiter la douleur. Pour assouvir leur addiction, nombre d'entre eux consultent plusieurs médecins pour se faire délivrer les mêmes prescriptions ou falsifient les ordonnances. Pour pallier ce trafic, une loi fédérale prévoit d'infliger aux contrevenants de lourdes amendes et des peines de prison. Alors, dans notre affaire, Michel Herndon souffrait de migraines chroniques, c'est-à-dire que des crises l'affectaient environ 15 jours par mois. Cette pathologie invalidante n'a pas, à ce jour, trouvé de médication satisfaisante. Cherchant à être soulagée par tous les moyens, Michel avait-elle demandé à quelqu'un d'autre que son médecin de lui venir en aide? Il voulait juste savoir si Michel connaissait quelqu'un qui travaillait dans le domaine médical. La seule personne que je connaissais, c'était Oliver O'Quinn, 30 ans, travaille comme infirmier en soins intensifs au Shands Hospital sur le campus de l'Université de Floride. Les enquêteurs apprennent que Michel et lui se voyaient de temps en temps. C'était un drôle de type. Il était bizarre même. Il y avait un truc qui allait pas chez lui. Il fallait toujours qu'il en fasse des tonnes pour se donner de l'importance au lieu d'être tout simplement lui-même. À sa façon de se comporter avec Michel, j'ai tout de suite su qu'il avait flashé sur elle dès leur première rencontre. Je crois qu'elle a dit à son ami et à sa mère qu'il était bizarre et qu'il lui faisait mal au cœur. La police découvre alors des informations troublantes. D'après le relevé téléphonique de Michel, l'intérêt de O'Quinn frisait le harcèlement. Il avait appelé Michel Herndon 43 fois en moins d'un mois. Il a appelé Michel Herndon tous les jours pendant 9 jours d'affilée avant le meurtre. Ensuite, il ne l'a jamais rappelé. Il savait qu'il n'y avait personne pour répondre. Étant donné qu'il travaille dans un service de soins intensifs, O'Quinn n'aurait eu aucun mal à se procurer des cathéters semblables à se retrouver dans la poubelle de Michel. Les enquêteurs veulent maintenant savoir si les 2 flacons de propofol leur permettent de remonter jusqu'à lui.
À ce stade, le plus important pour moi était de déterminer l'origine de ces flacons. D'où venaient-ils? Comment avaient-ils pu finir entre les mains de n'importe qui? Les flacons de propofol sont répertoriés grâce à un numéro d'identification nationale et au numéro du lot. Ces flacons de propofol étaient distribués par McKesson Distributors à Lakeland, en Floride. À partir de là, ils étaient envoyés au Shands Hospital de l'Université de Floride. Et Oliver O'Quinn travaillait justement à l'hôpital lorsqu'ils ont été expédiés. Une fois livrés, ils sont stockés dans un distributeur spécial de l'unité des soins intensifs. J'ai voulu voir cette machine. Ça marche un peu comme un distributeur de soda. Vous composez le numéro du patient et ça vous donne le flacon qui contient son traitement. Pour obtenir le propofol du distributeur, les employés de l'hôpital doivent d'abord composer leur numéro d'identification. Et quel code a été composé pour obtenir ces 2 flacons? Celui de l'infirmier Oliver O'Quinn. Du fabricant dans le Massachusetts, j'étais remonté jusqu'à Oliver O'Quinn, dans l'unité de soins intensifs. Il ne reste plus maintenant aux enquêteurs qu'à obtenir un échantillon d'ADN de O'Quinn pour pouvoir le comparer à celui découvert sur les capuchons de seringues retrouvés dans les ordures de Michel. Lorsque les enquêteurs décident de l'interroger, ils constatent qu'il a fui le pays pour se réfugier en Irlande, où il a demandé une licence d'infirmier. Il n'a jamais eu l'intention de revenir aux États-Unis. Et il est très difficile d'obtenir une extradition depuis l'Irlande. J'ai parlé avec la femme qui s'occupait des extraditions pour la République d'Irlande. Je lui ai dit que j'avais un mandat d'arrêt entre les mains et que je voulais arrêter cet homme. Elle m'a répondu un truc du genre « Du calme, Colombo, ça va être très très long. » L'extradition est une procédure juridique par laquelle un État livre l'auteur d'une infraction à l'État étranger qui le réclame afin qu'il puisse y être jugé. Alors s'il n'existe pas d'accords bilatéraux entre 2 pays, la procédure est longue, tortueuse, car elle implique l'intervention d'un grand nombre d'institutions qui peuvent différer son exécution pendant de nombreuses années. Ainsi, la demande d'extradition de l'ex-président Ben Ali, réclamée à l'Arabie Saoudite par les autorités tunisiennes depuis le mois de janvier 2011, est-elle à ce jour restée sans aucun effet. Pourquoi O'Quinn a-t-il tué Michel? Les enquêteurs trouveront-ils un moyen de le faire revenir aux États-Unis? Les enquêteurs ont 2 problèmes avec le meurtre de Michel Herndon. Tout d'abord, ils ne comprennent pas pourquoi Oliver O'Quinn l'a tué. Ensuite, O'Quinn a fui les États-Unis pour se réfugier en Irlande. Pour tenter de le débusquer, les policiers contactent un journal local, le Irish Times. On leur a envoyé par email une photo de Michel, une photo d'Oliver et un résumé de l'enquête, en leur disant qu'il était recherché aux États-Unis pour meurtre. Et ils ont publié 3 articles sur l'affaire. Face à cette pression croissante, O'Quinn quitte l'Irlande et s'envole pour le Sénégal, en Afrique de l'Ouest. Là-bas, il est immédiatement interpellé et remis aux autorités américaines. Une fois O'Quinn incarcéré, les enquêteurs obtiennent un mandat les autorisant à prélever un échantillon d'ADN qui est ensuite comparé à celui retrouvé sur le capuchon de la seringue. C'est bien le même. Pour moi, c'est comme si on retrouvait les empreintes du suspect sur la détente de l'arme du crime. Par chance, Oliver a commis énormément d'erreurs. Oliver O'Quinn est accusé de meurtre avec préméditation. Mais une question reste sans réponse. Pourquoi? Il a tout fait pour avoir une place dans la vie de Michel. Et comme il lui faisait de la peine, et qu'elle avait un peu pitié de lui, elle le voyait quand même de temps en temps. Ils allaient voir des concerts, ils se retrouvaient le matin pour prendre un café. En cellule, Oliver confie à un co-détenu qu'il en voulait à Michel depuis qu'il l'avait surprise au téléphone en train de se moquer de lui. Elle avait tenu des propos pas très sympathiques à son égard.
Elle ne savait pas qu'il écoutait, mais il a tout entendu. Michel aurait dit de lui qu'il était insignifiant et ennuyeux. Après cet épisode, il a certainement dû se dire « Si moi je ne peux pas l'avoir, personne ne l'aura ». Selon son codétenu, Oliver a dit qu'elle avait besoin d'un long sommeil. Le procureur pense qu'Aucoin a méticuleusement préparé son plan. Tout d'abord, il a dit à Michel que la prochaine fois qu'elle aurait une migraine, il pourrait lui donner quelque chose qui la soulagerait rapidement. Tout prouve qu'il a obtenu le propofol à l'hôpital en composant son code personnel sur le système de contrôle conçu précisément pour éviter ce genre d'abus. Ensuite, il n'avait plus qu'à attendre. Et lorsque Michel l'a appelé, Oliver a mis son plan à exécution. Ce soir-là, il s'arrête chez elle en sortant du travail. Il lui injecte une dose mortelle de propofol à l'aide d'un petit cathéter pédiatrique. Là, il fait ce que presque tous les professionnels de santé font. Il se sert de ses dents pour retirer le capuchon en plastique de la seringue, laissant ainsi son ADN derrière lui. Michel est morte en quelques secondes. Il place son bras sous son corps pour qu'on ne puisse pas remarquer la marque de l'aiguille. Il jette ensuite la seringue et les flacons de propofol dans un sac en plastique qu'il dépose dans le conteneur à poubelle situé derrière la maison de Michel. Sans même penser que le numéro de série des flacons permettrait de remonter jusqu'à lui. Je crois que la douleur était telle à ce moment-là qu'elle a laissé Oliver Aucoin lui administrer un antalgique. Mais il a abusé de sa confiance et il l'a délibérément tué avec le propofol. Oliver Aucoin est jugé pour meurtre avec préméditation. Son avocat soutient qu'il a administré du propofol à Michel pour soulager sa migraine et qu'il lui en a injecté accidentellement une trop forte dose. La surdose de propofol n'était absolument pas accidentelle. C'était un acte purement criminel. Le jury ne le croit pas non plus. Aucoin est reconnu coupable de meurtre avec préméditation et condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Si ce meurtre s'était produit 10 ans plus tôt, Oliver Aucoin n'aurait certainement jamais été inquiété. C'est la toute première affaire connue dans laquelle le propofol a été utilisé pour commettre un meurtre. Toute l'enquête a été menée et résolue par la police scientifique. Il n'y avait pas de témoins oculaires. Et comment envoyer quelqu'un en prison sans preuve? Sans preuve, je ne pense pas que ça aurait été possible. Tout le monde a fait un excellent travail, et c'est ce qui a permis de réunir les preuves nécessaires. Je n'ai jamais vu une affaire où tous les moindres petits détails pouvaient avoir autant d'importance. Ou quelque chose d'aussi infime qu'une trace d'aiguille ou une empreinte ADN laissée sur un capuchon d'aiguille pouvait être aussi déterminant pour résoudre l'enquête. Si Oliver Aucoin n'avait pas commis l'erreur de se débarrasser hâtivement de la seringue et des flacons de propofol dans la poubelle de la victime, peut-être serait-il parvenu à déjouer l'enquête policière et la justice. Cette affaire d'ailleurs en rappelle une autre qui a été médiatisée dans le monde entier, le décès de Michael Jackson, survenu le 25 juin 2009. On sait aujourd'hui que le roi de la pop a succombé à une forte dose de propofol, administrée comme somnifère par Conrad Murray, son médecin personnel. Lors du procès, le procureur accusa ce dernier de négligence dans l'emploi de cet antalgique utilisé habituellement dans le seul cadre d'intervention chirurgicale. Reconnu coupable d'homicide involontaire, Conrad Murray a été condamné à une peine de 4 ans de prison. Eh bien, cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi en ma compagnie. Je vous donne rendez-vous prochainement sur cette antenne
pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles. Apprennent que l'ex-femme de Richard White est membre de l'église d'Oakwood, cible de la première explosion. Ça donnait l'impression qu'il avait essayé de s'en prendre à elle et qu'il voulait être là au moment de l'explosion. Mais bon, ce n'est qu'une supposition. Je n'en sais rien du tout. Avant même que les enquêteurs n'aient le temps d'interroger Richard White, une nouvelle explosion se produit 4 jours après le deuxième attentat, cette fois-ci dans un quartier résidentiel situé à quelques kilomètres. Bombe numéro 3. Qu'est-ce qu'on allait faire? Après 2 explosions et 5 mois d'enquête, l'ATF tient enfin un suspect. Il s'agit de Richard White, un homme qui a des problèmes psychiatriques. Je ne pense pas qu'il avait du mal à se faire des amis. Je crois surtout qu'il ne voulait nouer aucune relation. Son seul ami, c'était son chien, et ça lui convenait parfaitement. Les enquêteurs décident de rendre une petite visite au suspect. Dis-leur que je suis dans le garage. D'accord. Ils demandent à la mère de Richard White s'ils peuvent lui parler. Richard est là? On doit lui parler. C'est à quel sujet? Nous menons une enquête. Les enquêteurs découvrent les restes du garage derrière la maison. Je voyais de la vapeur, de la fumée. En fait, l'explosion a soufflé les murs du garage, ce qui fait qu'on voyait tout à l'intérieur. Et il y avait un corps allongé à côté du cadavre d'un chien, un gros chien. La victime a été décapitée. Son permis de conduire se trouve sur l'établi du garage. Il s'agit de Richard White. On ne savait pas si c'était une victime ou un suspect. Les enquêteurs de l'ATF obtiennent une réponse en explorant les décombres. On a retrouvé les pièces d'une bombe qui était en train d'être assemblée. Des outils, des fils électriques, bref, tout ce qu'il fallait pour fabriquer une bombe artisanale. Mais tout laissait à penser qu'il avait préféré se suicider pour éviter de répondre aux questions de la police. Un berger allemand gît près du corps de Richard White, ce qui correspond à la description qu'avait faite un témoin au début de l'enquête. Il serrait la bombe contre lui d'un côté, et de l'autre, il serrait contre lui son seul ami sur cette terre. Il avait le bras autour de son chien. Dans le garage par un bouchon métallique. Des fragments de bouchons rouges sont découverts dans les décombres, ainsi que du fil de cuivre argenté de 0,25 mm de diamètre, protégé par une gaine isolante bleue. Ce n'était pas un fil très commun. Ça pouvait être la signature du tueur. Une signature est un élément inhabituel laissé par le criminel, souvent sans qu'il le sache. On a trouvé un morceau de plastique vert avec une marque dessus. Igloo Legend 12. En fait, c'est une glacière. Ce qui signifie que la bombe devait se trouver dans une glacière reliée à un fil de détente. Les enquêteurs pensent que la victime n'était pas la cible du tueur. C'était évident pour nous que c'était tombé sur lui par hasard. Il n'y avait rien dans le passé de M. Plower qui pouvait en faire une cible potentielle. Les enquêteurs apprennent 2 informations importantes. Le seul magasin qui vend le fil bleu dans un rayon de 40 km est le magasin local d'électronique. Puisqu'un seul magasin vendait ce fil, s'ils tenaient un registre de leurs transactions, ça pouvait nous mettre sur une piste. Il n'y a également qu'un seul magasin qui vend ce type de glacière. Nous avons appris que ce modèle était uniquement vendu chez Walmart, ce qui nous a permis de concentrer nos recherches sur les supermarchés qui la distribuaient. Un informateur anonyme fournit aux enquêteurs un autre indice.
2 élèves du lycée d'Oakwood pourraient être impliqués dans l'explosion. L'un des deux avait déjà commis des délits, dont un incendie criminel. L'un des lycéens avait été vu en possession d'un cahier, avec écrit sur la couverture « Bombe artisanale, mode d'emploi ». Il s'agit de Jimmy Morris, 18 ans, et de Phil Ryan, 16 ans. Ils n'ont pas d'alibi pour l'heure de l'explosion. Au début, ils ont dit qu'ils passaient devant en voiture quand l'explosion s'est produite. Après, ils ont raconté qu'ils étaient là quelques minutes avant et qu'ils avaient vu Brian Plower juste avant l'explosion. Sur une série de photographies, les employés de la petite boutique d'électronique identifient Jimmy Morris. Il est bien venu au magasin, mais il ne se rappelle pas ce qu'il a acheté. Toutes les informations qu'on a obtenues en menant notre enquête ont montré que les adolescents pouvaient être impliqués dans cette affaire. Les enquêteurs apprennent aussi que les suspects jouent régulièrement à Donjons et Dragons, un jeu de rôle d'heroic fantasy qui compte spécial dont avait besoin la police pour faire avancer l'enquête. Après avoir éliminé les 2 adolescents de la liste des suspects, les enquêteurs de l'ATF se mettent à la recherche d'autres pistes. Ils soupçonnent que le fil de cuivre bleu a été acheté dans un magasin d'électronique local. Malheureusement, la plupart des clients qui en ont acheté ont payé en liquide. Les enquêteurs ne peuvent donc pas remonter jusqu'à eux. La bombe artisanale se trouvait dans une glacière, vendue uniquement dans une certaine chaîne de supermarchés. Sur la centaine de pièces achetées, seuls 3 ont été payés par carte bleue ou par chèque. Chaque acheteur est interrogé, mais ils sont finalement lavés de tout soupçon. Cette piste ne menait nulle part. Cette glacière ne nous a pas permis de remonter à un suspect potentiel. Le tuyau qui contenait la poudre est un produit très commun que l'on peut se procurer n'importe où. Le bouchon en métal vissé sur le tuyau a été peint en rouge, certainement par le poseur de bombes. Les engins explosifs qu'il fabrique sont de plus en plus sophistiqués. Les enquêteurs doivent absolument l'arrêter avant qu'il ne frappe de nouveau. Il y avait une escalade de la violence. Le dispositif était plus puissant et il avait fait beaucoup plus de victimes. Un membre de l'église où a eu lieu la 2e explosion donne alors une nouvelle piste aux enquêteurs de l'ATF. Cette personne est venue nous voir et nous a dit « Je ne sais pas si c'est important, mais il y a cet homme que je connais, Monsieur White. En fait, il a fréquenté notre église pendant 5 ou 6 ans. Il voulait devenir membre à part entière de notre paroisse, mais sa demande a été refusée. » Richard White, 40 ans, vit à 20 km de là avec sa mère et sa fille. On a interrogé toutes les personnes qui le connaissaient de près ou de loin. Ses amis, sa famille, tout le monde. Plusieurs voisins de Richard Dean White nous ont dit qu'il ne fallait pas trop le chercher. L'enquête sur sa vie personnelle révèle un passé plutôt trouble. Richard White a abandonné le lycée pour entrer dans l'armée. Mais il a été remercié 6 semaines plus tard. Ensuite, il a fait 4 séjours en hôpital psychiatrique où il a été diagnostiqué schizophrène. Je pense qu'il était très perturbé. Une fois, il a découpé le plancher de sa salle de bain parce qu'il pensait qu'il y avait des démons en dessous. Finalement, Richard White se marie et décroche un travail chez un constructeur automobile. Mais son mariage prend fin au bout de 6 mois et il se fait licencier en 1987. Quelle dose elle a pu recevoir? Mais une chose est sûre, cette dose était mortelle. La quantité d'anesthésie qui a été administrée était suffisante pour provoquer la perte de conscience et un arrêt respiratoire. Pour le médecin légiste, tout devient clair. Il n'y avait presque aucune marque sur le bras gauche de Michel, parce qu'on a utilisé une aiguille pédiatrique pour lui injecter le produit. Tous ces éléments laissaient à penser qu'il s'agissait d'un professionnel. Le médecin légiste pense en effet que c'est l'œuvre d'un professionnel de santé, très certainement quelqu'un qui travaille dans un hôpital et qui connaissait Michel.
Michel connaissait la personne qui lui a fait l'injection. Pour une raison ou une autre, elle avait suffisamment confiance en elle pour lui présenter son bras gauche. Sans ça, elle n'aura pas pu administrer cette dose et nettoyer la pièce avant d'aller jeter les poubelles à 20 mètres de là. Mais qui est cette personne? Pour le découvrir, Mark Woodmansey a une idée qui va bouleverser le cours de l'enquête. Il demande aux experts d'examiner les capuchons des seringues trouvés dans les ordures ménagères de Michel. J'ai déjà vu du personnel médical tenir le capuchon de l'aiguille entre leurs dents durant une injection, et je me suis dit qu'on pouvait peut-être retrouver de l'ADN provenant de la salive. J'ai trouvé que c'était vraiment une très bonne idée. Les experts en empreintes génétiques font un prélèvement sur les capuchons d'aiguille et il y a effectivement de la salive dessus. Sur le capuchon de l'aiguille, il y avait un ADN masculin non identifié. Ils découvrent également de l'ADN à l'intérieur de l'aiguille. J'ai pu déterminer que l'une d'entre elles contenait de l'ADN de Mademoiselle Herndon. Ce qui prouve qu'elle a été utilisée sur Michel. La substance retrouvée dans le cathéter était un mélange de sang de Michel et de propofol. Michel a bel et bien été assassiné. L'arme du crime est le propofol. Je n'ai jamais vu un décès causé par du propofol, jamais. Mais qui voulait la mort de Michel? La police sait maintenant que Michel a été assassiné. La cause de la mort, une surdose de propofol. Le propofol est un sédatif très puissant, injecté par intraveineuse pour les anesthésies générales. On s'en sert également pour soigner certaines affections. On a suggéré d'utiliser le propofol pour soigner la migraine. Étant donné qu'il travaille dans un service de soins intensifs, O'Quinn n'aurait eu aucun mal à se procurer des cathéters semblables à se retrouver dans la poubelle de Michel. Les enquêteurs veulent maintenant savoir si les 2 flacons de propofol leur permettent de remonter jusqu'à lui. À ce stade, le plus important pour moi était de déterminer l'origine de ces flacons. D'où venaient-ils? Comment avaient-ils pu finir entre les mains de n'importe qui? Les flacons de propofol sont répertoriés grâce à un numéro d'identification nationale et au numéro du lot. Ces flacons de propofol étaient distribués par McKesson Distributors à Lakeland en Floride. À partir de là, ils étaient envoyés au Shands Hospital de l'Université de Floride. Et Oliver O'Quinn travaillait justement à l'hôpital lorsqu'ils ont été expédiés. Une fois livrés, ils sont stockés dans un distributeur spécial de l'unité des soins intensifs. J'ai voulu voir cette machine. Ça marche un peu comme un distributeur de soda. Vous composez le numéro du patient et ça vous donne le flacon qui contient son traitement. Pour obtenir le propofol du distributeur, les employés de l'hôpital doivent d'abord composer leur numéro d'identification. Et quel code a été composé pour obtenir ces 2 flacons? Celui de l'infirmier Oliver O'Quinn. Du fabricant dans le Massachusetts, j'étais remonté jusqu'à Oliver O'Quinn, dans l'unité de soins intensifs. Il ne reste plus maintenant aux enquêteurs qu'à obtenir un échantillon d'ADN de O'Quinn pour pouvoir le comparer à celui découvert sur les capuchons de seringues retrouvés dans les ordures de Michel. Lorsque les enquêteurs décident de l'interroger, ils constatent qu'il a fui le pays pour se réfugier en Irlande où il a demandé une licence d'infirmier. Il n'a jamais eu l'intention de revenir aux États-Unis. Et il est très difficile d'obtenir une extradition depuis l'Irlande. J'ai parlé avec la femme qui s'occupait des extraditions pour la République d'Irlande. Je lui ai dit que j'avais un mandat d'arrêt entre les mains et que je voulais arrêter cet homme. Elle m'a répondu un truc du genre « Du calme, Colombo, ça va être très très long. » L'extradition est une procédure juridique par laquelle un État livre l'auteur d'une infraction à l'État étranger qui le réclame afin qu'il puisse y être jugé. Alors, s'il n'existe pas d'accords bilatéraux entre 2 pays, la procédure est longue, tortueuse, car elle implique l'intervention d'un grand nombre d'institutions qui peuvent différer son exécution pendant de nombreuses années. Ainsi, la demande d'extradition de l'ex-président Ben Ali
réclamé à l'Arabie Saoudite par les autorités tunisiennes depuis le mois de janvier 2011, est-elle à ce jour restée sans aucun effet. Pourquoi pente? Les experts scientifiques comparent les marques sur la pince coupante de White avec celles du fil de cuivre retrouvé à Danville. Cette comparaison m'a permis de conclure que la pince découverte dans le garage de Richard White était celle qui avait coupé le fil utilisé pour fabriquer la bombe de Danville. Ce qui prouve que Richard White était bien le poseur de bombes. Il y avait un endroit dans le garage qui avait été passé à la bombe rouge. Et sur cette surface, on distinguait très bien des marques de forme ronde. C'était très important, parce qu'on savait que l'engin explosif qui avait tué Brian Palmer avait des bouchons métalliques peints de cette couleur. Des bouchons qui avaient été peints en rouge. Mais des questions restent sans réponse. Pourquoi Richard White a-t-il visé des églises? Les enquêteurs pensent que le poseur de bombes en voulait à l'église pentecôtiste de ne pas avoir voulu de lui. Mais il ne pouvait pas s'en prendre à cette église en premier. Le mobile aurait été trop évident. Il a donc décidé de poser d'abord une bombe dans l'église méthodiste d'Oakwood, certainement parce que son ex-femme en était membre. Il faisait des expériences. Il faisait des essais pour faire fonctionner ses engins. Il cherchait différentes façons de déclencher ces dispositifs. Les preuves scientifiques montrent que Richard White a placé la bombe dans une glacière verte, sans se soucier de qui la ramasserait. Brian Palmer s'est hélas trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. À l'église de Danville, Richard White a utilisé une bombe plus puissante, puisqu'il s'agissait de sa véritable cible. Il a placé la bombe au-dessus d'un climatiseur extérieur. Elle était dotée d'une minuterie réglée pour la faire exploser durant l'office du dimanche. « 33 personnes ont été blessées dans l'explosion. Tout le monde était sous le choc. On n'arrivait pas à croire que personne n'ait été tué. En octobre 1998, un grand jury conclut que Richard White a fabriqué les deux bombes et assassiné Brian Palmer. Les preuves scientifiques ne laissent aucun doute sur sa culpabilité. L'enquête n'a pas débouché sur des poursuites judiciaires. Mais qu'en Suisse, puis à la société Écran qui en avait fait l'acquisition, et enfin aux terroristes qu'il avait placés dans la bombe. Le crime parfait est-il possible? Je suppose que les meurtriers en rêvent, et qu'avant de passer à l'acte, ils imaginent avoir pris suffisamment de précautions pour déjouer l'enquête policière et parvenir à leur fin sans avoir de compte à rendre à la justice. Dans son célèbre film L'Inconnu du Nord Express, Alfred Hitchcock a relaté le stratagème d'un double crime qui se voulait parfait. Deux inconnus, Guy Haynes et Bruno Anthony, se rencontrent par hasard dans le wagon-restaurant d'un train. Après avoir sympathisé, Anthony propose à Haynes un marché très spécial. Il assassinera sa femme qui l'empêche de divorcer. À charge de revanche, Haynes tuera son père qu'il déteste. De cette façon, l'un et l'autre parviendront à se débarrasser de leurs gêneurs respectifs sans prendre le moindre risque. En effet, comment la police pourra-t-elle établir le lien qui associe, par crime interposé, de parfaits inconnus? Ce plan machiavélique échouera de justesse, et les complices improvisés termineront leur jour derrière les barreaux. À ma connaissance, l'affaire que je vais vous raconter maintenant n'a pas encore inspiré deux scénaristes. Pourtant, elle pourrait figurer dans une anthologie des crimes presque parfaits. L'automne est synonyme de football à l'université de Floride.
C'est aussi la rentrée pour des milliers d'étudiants. Michelle Herndon, 24 ans, entre en dernière année. Une fois son diplôme en poche, elle espère se consacrer au bénévolat. Elle voulait rejoindre les corps de la paix. Elle avait une très longue liste de rêves et de projets à réaliser. Pour payer ses études, Michelle travaille comme coach sportif. Entre les cours et son travail, Michelle mène une vie parfaitement réglée. Mais un jour, peu avant Thanksgiving, elle ne se rend ni en cours, ni à son travail. Ça ne lui ressemblait pas de ne pas répondre au téléphone et de ne pas aller au travail. Ils ont compris tout de suite qu'il y avait un problème. Le fiancé de Michelle, Jason Doyle, qui vit à 650 km de là, à Miami, prend directement sa voiture pour se rendre chez elle. Quand il est arrivé, tout était fermé. À l'église de Danville, Richard White a utilisé une bombe plus puissante, puisqu'il s'agissait de sa véritable cible. Il a placé la bombe au-dessus d'un climatiseur extérieur. Elle était dotée d'une minuterie réglée pour la faire exploser durant l'office du dimanche. « 33 personnes ont été blessées dans l'explosion. Tout le monde était sous le choc. On n'arrivait pas à croire que personne n'ait été tué. En octobre 1998, un grand jury conclut que Richard White a fabriqué les deux bombes et assassiné Brian Palmer. Les preuves scientifiques ne laissent aucun doute sur sa culpabilité. L'enquête n'a pas débouché sur des poursuites judiciaires, mais elle a permis de refermer le dossier pour les familles des victimes. C'est Richard White le coupable, on le sait. Mais ça ne nous explique pas vraiment pourquoi il a fait ça. Sincèrement, ça n'apaise pas vraiment notre douleur. La douleur est toujours présente, la colère aussi. On a encore beaucoup de peine et beaucoup de chagrin. Et ça ne s'arrêtera jamais. Quand il y a une explosion, les gens pensent que les preuves disparaissent. En fait, le souffle de l'explosion éparpille les preuves. Elles sont plus difficiles pour nous à trouver. Mais au final, on y arrive quand même. Richard White a-t-il choisi de mettre volontairement fin à ses jours ou a-t-il été victime de son engin explosif? Il a emporté son secret dans la tombe. Les enquêteurs supputent qu'il a posé la première bombe pour se venger de son ex-épouse paroissienne de l'église méthodiste, et la seconde en réaction au refus de la congrégation pentecôtiste de l'admettre au sein de sa communauté. Comme nous l'avons vu au cours de cette enquête, après un attentat à l'explosif, les experts trient méticuleusement les débris afin de recueillir le moindre indice. Mécanisme d'amorçage, circuit électronique, bout de fil, pièces d'horlogerie ou de détonateur. L'origine et la traçabilité de ces fragments permettent parfois de remonter la piste de l'approvisionnement des explosifs pouvant être militaires, industriels ou artisanaux. Je me souviens que dans le cadre du sabotage du jumbo jet de la compagnie Pan Am, qui en sautant puis en s'écrasant sur le village de Lockerbie en 1988, avait causé la mort de 270 personnes, un agent spécial du FBI était parvenu à remonter la filière libyenne. Il avait en effet trouvé sur la zone du crash un minuscule fragment dont il était retrouvé à sa portée. A-t-elle été assassinée? Mais dans ce cas, de quelle manière? Puisque son corps ne présente aucune trace de blessure et que son organisme ne contient pas de substances toxiques. Retenant provisoirement cette dernière hypothèse, les enquêteurs s'intéressent à l'entourage de la jeune femme. Il vérifie également les alibis de tous ses proches, y compris celui de son fiancé. Jason, blanc comme neige, il avait un alibi solide. Il était au travail et il a vite été écarté de la liste des éventuels suspects. C'est alors que le médecin remarque quelque chose sur le bras gauche de Michelle, une minuscule marque,
plus petites que la plupart des piqûres d'aiguilles. Il fallait trouver une explication à cette trace de piqûre. Il devait y avoir une explication logique. Par exemple, elle avait peut-être fait une prise de sang pour un examen. Mais le médecin qui suivait Michelle déclare qu'elle n'a fait aucune prise de sang avant son décès, ni reçu aucune injection. Le médecin légiste conseille alors aux enquêteurs de chercher tout ce qui pourrait indiquer que la jeune fille se droguait et aurait pu mourir d'une overdose. Dans un cas comme celui-là, quand on n'a aucun indice, le moindre élément a son importance. Les enquêteurs remarquent que les poubelles de l'appartement de Michelle sont vides. Suivant leur intuition, ils se rendent à l'extérieur, à l'endroit où les habitants du quartier jettent leurs poubelles. On est allé à l'endroit où les gens du quartier jetaient leurs poubelles. Et par terre, dans un petit sac en plastique, j'ai aperçu un flacon pharmaceutique. J'ai appelé mon collègue et je lui ai dit qu'il fallait examiner ça de plus près. Ce sac contient 2 flacons de propofol, plusieurs seringues et un cathéter pédiatrique. Le sac ne pouvait venir que de chez Michelle parce qu'à l'intérieur, il y avait du courrier à elle. Un cathéter pédiatrique, c'est minuscule. Ça laisse une toute petite marque, presque indétectable. La recherche d'empreintes digitales sur ces objets ne donne aucun résultat. Les enquêteurs doivent maintenant découvrir à quoi sert le propofol. En gros, le propofol est le poison le plus puissant au monde. Dans le milieu médical, il est utilisé par les anesthésistes pour endormir les patients. Le propofol est un puissant sédatif soumis à une prescription médicale que les professionnels de santé administrent en intraveineuse. Lorsqu'il administre ce les preuves scientifiques ne laissent aucun doute sur sa culpabilité. L'enquête n'a pas débouché sur des poursuites judiciaires, mais elle a permis de refermer le dossier pour les familles des victimes. C'est Richard White le coupable, on le sait. Mais ça ne nous explique pas vraiment pourquoi il a fait ça. Sincèrement, ça n'apaise pas vraiment notre douleur. La douleur est toujours présente, la colère aussi. On a encore beaucoup de peine et beaucoup de chagrin. Et ça ne s'arrêtera jamais. Quand il y a une explosion, les gens pensent que les preuves disparaissent. En fait, le souffle de l'explosion éparpille les preuves. Elles sont plus difficiles pour nous à trouver. Mais au final, on y arrive quand même. Richard White a-t-il choisi de mettre volontairement fin à ses jours ou a-t-il été victime de son engin explosif? Il a emporté son secret dans la tombe. Les enquêteurs supputent qu'il a posé la première bombe pour se venger de son ex-épouse paroissienne de l'église méthodiste. Et la seconde en réaction au refus de la congrégation pentecôtiste de l'admettre au sein de sa communauté. Comme nous l'avons vu au cours de cette enquête, après un attentat à l'explosif, les experts trient méticuleusement les débris afin de recueillir le moindre indice. Mécanisme d'amorçage, circuit électronique, bout de fil, pièces d'horlogerie ou de détonateur. L'origine et la traçabilité de ces fragments permettent parfois de remonter la piste de l'approvisionnement des explosifs pouvant être militaires, industriels ou artisanaux. Je me souviens que dans le cadre du sabotage du jumbo jet de la compagnie Pan Am, qui en sautant puis en s'écrasant sur le village de Lockerbie en 1988, avait causé la mort de 270 personnes, un agent spécial du FBI était parvenu à remonter la filière libyenne. Il avait en effet trouvé sur la zone du crash un minuscule fragment qui faisait partie du circuit intégré d'un détonateur. Cet indice l'avait conduit au fabricant suisse, puis à la société Écran qui en avait fait l'acquisition, et enfin au terroriste qui l'avait placé dans la bombe. Le crime parfait est-il possible? Je suppose que les meurtriers en rêvent, et qu'avant de passer à l'acte, ils imaginent avoir pris suffisamment de précautions pour déjouer l'enquête policière
et parvenir à leur fin sans avoir de compte à rendre à la justice. Dans son célèbre film L'Inconnu du Nord Express, Alfred Hitchcock... Ensuite, il n'avait plus qu'à attendre. Et lorsque Michel l'a appelé, Oliver a mis son plan à exécution. Ce soir-là, il s'arrête chez elle en sortant du travail. Il lui injecte une dose mortelle de propofol à l'aide d'un petit cathéter pédiatrique. Là, il fait ce que presque tous les professionnels de santé font. Il se sert de ses dents pour retirer le capuchon en plastique de la seringue, laissant ainsi son ADN derrière lui. Michel est morte en quelques secondes. Il place son bras sous son corps pour qu'on ne puisse pas remarquer la marque de l'aiguille. Il jette ensuite la seringue et les flacons de propofol dans un sac en plastique qu'il dépose dans le conteneur à poubelle situé derrière la maison de Michel. Sans même penser que le numéro de série des flacons permettrait de remonter jusqu'à lui. Je crois que la douleur était telle à ce moment-là qu'elle a laissé Oliver O'Quinn lui administrer un antalgique. Mais il a abusé de sa confiance et il l'a délibérément tué avec le propofol. Oliver O'Quinn est jugé pour meurtre avec préméditation. Son avocat soutient qu'il a administré du propofol à Michel pour soulager sa migraine et qu'il lui en a injecté accidentellement une trop forte dose. La surdose de propofol n'était absolument pas accidentelle. C'était un acte purement criminel. Le jury ne le croit pas non plus. O'Quinn est reconnu coupable de meurtre avec préméditation et condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Si ce meurtre s'était produit 10 ans plus tôt, Oliver O'Quinn n'aurait certainement jamais été inquiété. C'est la toute première affaire connue dans laquelle le propofol a été utilisé pour commettre un meurtre. Toute l'enquête a été menée et résolue par la police scientifique. Il n'y avait pas de témoins oculaires. Et comment envoyer quelqu'un en prison sans preuve? Sans preuve, je ne pense pas que ça aurait été possible. Tout le monde a fait un excellent travail, et c'est ce qui a permis de réunir les preuves nécessaires. Je n'ai jamais vu une affaire où tous les moindres petits détails pouvaient avoir autant d'importance, ou quelque chose d'aussi infime qu'une trace d'aiguille ou une empreinte ADN laissée sur un capuchon d'aiguille pouvait être aussi déterminant pour résoudre l'enquête. Si Oliver O'Quinn n'avait pas commis l'erreur de se débarrasser hâtivement de la seringue qu'il consomme pour traiter la douleur. Pour assouvir leur addiction, nombre d'entre eux consultent plusieurs médecins pour se faire délivrer les mêmes prescriptions ou falsifient les ordonnances. Pour pallier ce trafic, une loi fédérale prévoit d'infliger aux contrevenants de lourdes amendes et des peines de prison. Alors, dans notre affaire, Michel Herndon souffrait de migraines chroniques, c'est-à-dire que des crises l'affectaient environ 15 jours par mois. Cette pathologie invalidante n'a pas, à ce jour, trouvé de médication satisfaisante. Cherchant à être soulagée par tous les moyens, Michel avait-elle demandé à quelqu'un d'autre que son médecin de lui venir en aide? Il voulait juste savoir si Michel connaissait quelqu'un qui travaillait dans le domaine médical. La seule personne que je connaissais, c'était... Oliver O'Quinn, 30 ans, travaille comme infirmier en soins intensifs au Shands Hospital sur le campus de l'Université de Floride. Les enquêteurs apprennent que Michel et lui se voyaient de temps en temps. C'était un drôle de type. Il était bizarre même. Il y avait un truc qui allait pas chez lui. Il fallait toujours qu'il en fasse des tonnes pour se donner de l'importance au lieu d'être tout simplement lui-même. À sa façon de se comporter avec Michel, j'ai tout de suite su qu'il avait flashé sur elle dès leur première rencontre. Je crois qu'elle a dit à son ami et à sa mère qu'il était bizarre et qu'il lui faisait mal au cœur. La police découvre alors des informations troublantes. D'après le relevé téléphonique de Michel,
l'intérêt de O'Quinn frisait le harcèlement. Il avait appelé Michel Herndon 43 fois en moins d'1 mois. Il a appelé Michel Herndon tous les jours pendant 9 jours d'affilée avant le meurtre. Ensuite, il ne l'a jamais rappelé. Il savait qu'il n'y avait personne pour répondre. Étant donné qu'il travaille dans un service de soins intensifs, O'Quinn n'aurait eu aucun mal à se procurer des cathéters semblables à se retrouver dans la poubelle de Michel. Les enquêteurs veulent maintenant savoir si les 2 flacons de propofol leur permettent de remonter jusqu'à lui. À ce stade, le plus important pour moi était de déterminer l'origine de ces flacons. D'où venaient-ils? Comment avaient-ils pu finir entre les mains de n'importe qui? Les flacons de propofol sont répertoriés grâce à un numéro d'identification nationale et au numéro du lot. Ces flacons de propofol étaient distribués par McKesson Distributors à Lakeland en Floride. À partir de là, ils étaient envoyés au Shands Hospital de l'Université de Floride. Et Oliver O'Quinn travaillait justement à l'hôpital lorsqu'ils ont été expédiés. Une fois livrés, ils sont stockés dans un